Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et tiens d'abord à vous souhaiter une très bonne année 2021. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons évoquer aujourd'hui deux grands personnages de l'histoire philosophique et en fait deux grandes vies qui ont un grand point commun, à savoir que ce sont deux philosophes qui ont eu, on va dire, une morale vertueuse dans leurs écrits, mais dont la vie n'a pas été vraiment tout à fait à la hauteur en termes de vertu, en termes de courage, par rapport à ce qu'ils avaient écrit et préconisé. Vous devinez de qui il s'agit peut-être. Nous allons d'abord parler de Erasme. Alors, Erasme est un philosophe du XVe et XVIe siècle, philosophe de Rotterdam, qui en fait est d'abord un grand voyageur, qui est d'abord un prêtre, qui est, on va dire, le fondateur de l'humanisme, et l'écrivain de l'Éloge de la folie, que je vous recommande chaudement. En fait, c'est la folie qui prend la parole dans cet Éloge de la folie, pour, on va dire, démasquer tous les faux sages, tous ceux qui entretiennent une fausse sagesse et qui n'assument pas leur folie, et puis démasquer également tous les travers de la société finalement, et notamment de l'aristocratie à cette époque-là, et également tout ce qui concerne la critique du dogme, de l'Église de Rome, de l'intolérance et de la cupidité des grands prélats de Rome. C'est vraiment le propos d'Erasme qui est très acerbe, très critique et très drôle dans l'Éloge de la folie. Alors il y va franco, le Erasme, et puis à un moment donné, il reçoit une lettre d'un moine, un obscur moine germain, obscur moine qui par la suite va se rendre célèbre et dont le nom est Martin Luther. Et alors Erasme va voir ce moine et les propos de ce moine prendre un essor important dans la société. Luther, en fait, contrairement à Erasme qui défend un retour à la simplicité, Luther ne défend pas qu'un retour à la simplicité, il défend une sorte de révolution de la foi, et il critique ouvertement l'Église et la cupidité des grands prélats de l'Église, mais il ne fait pas que critiquer, il veut renverser cela. Il va notamment, à travers ses 95 thèses, écrire une critique acerbe du commerce des indulgences, puisque à l'époque il suffisait de racheter, on va dire, ses péchés en donnant des sommes énormes à l'Église, et puis en faisant un certain nombre d'actes type procession, châtiment, auto-châtiment, etc. Mais en fait, Martin Luther va pas s'arrêter là, il va lever des foules contre l'Église, il sera excommunié, et Erasme, en attendant, sera bien planqué, et ne voudra jamais choisir entre le protestantisme nationaliste de Luther, protégé par Frédéric III, et qui était vraiment, on va dire, qui a participé finalement à l'essor du sentiment national allemand, et puis et qui va conduire plus tard Luther aux guerres de religion, et en tout cas à l'essor du protestantisme. Et Erasme, lui, ne choisira pas entre ce Luther qui est un personnage gouailleur, gros, fort, gras, et qui est guerrier, qui aime bien le combat viril, Erasme qui est tout chétif, qui ne sort très peu de chez lui, et qui aime bien rester à l'étude, et à chaque fois qu'on le critique, rentre dans son petit trou de souris et se met à étudier ou à fuir soit la Suisse ou soit Paris. Et Erasme va du coup jamais trancher donc entre l'Église de Rome et Luther,
et restera toujours dans une espèce d'indécision, de volonté de conciliation, qui finalement ne fera pas vraiment avancer les choses. Donc on peut pas dire qu'il ait mis en pratique les vertus qu'il prônait dans ses écrits, dans son éloge de la folie. C'est plutôt Luther qui, lui, va passer à l'action. Alors ça, c'était notre premier personnage, Erasme, et le deuxième personnage, on va aller beaucoup plus loin dans le temps. Deuxième personnage que je veux vous proposer, c'est Sénèque. Sénèque, personnage fascinant. Alors Sénèque, c'est le précepteur de Néron. Évidemment, Néron, au 1er siècle après Jésus-Christ, Néron, qui prend le pouvoir, il me semble, aux alentours de 53 après Jésus-Christ, Néron a été éduqué en partie par des influences grecques, c'était un grand partisan de l'hellénisme, mais il a été éduqué aussi par Sénèque et par sa philosophie stoïcienne. Alors Sénèque, c'est quelqu'un qui d'abord fut le conseiller à la cour de Caligula, qui ensuite est parti en exil, ça serait trop long à vous raconter, à vous expliquer, et ensuite qui est revenu à la cour de Néron avec pour, on va dire, mission d'assister spirituellement Néron pendant son règne. Il y avait un autre conseiller à la cour qui s'appelait Gurus, qui lui était plutôt le conseiller militaire, et ces deux personnages-là vont vraiment tenir l'Empire avec Néron pendant 5 ans, c'est ce qu'on appelle le quinquennium Néronis, à savoir une période de prospérité vraiment extraordinaire dans l'Empire romain, une période aussi effectivement de stabilité politique, et à un moment où Néron n'était pas encore, on va dire, complètement fou, ou complètement déviant, ou complètement criminel. Ces 5 années qui ont été énormément appréciées par le peuple romain. Mais alors Sénèque, il faut dire qu'il est assez ambigu, parce que Sénèque, donc c'est un stoïcien, donc je vous rappelle en quelques mots ce qu'est un stoïcien. Le stoïcien nous dit: ne te focus pas sur ce qui n'est pas possible, mais focus-toi sur ce dont tu peux jouir. La vraie jouissance, c'est la sagesse, le vrai bonheur, c'est la sagesse, et il importe de savoir comment bien conduire sa vie et la mener sur la voie de la sagesse. Alors Sénèque a fait l'éloge funèbre de Claude, qui était le prédécesseur de Néron. Claude qui a été tué par Agrippine, mère de Néron, et en fait Sénèque ne pouvait pas ne pas connaître ce crime. Il fait l'éloge funèbre de Claude, éloge tout à fait hypocrite, puisque Néron était également au courant de ce crime, et en même temps, Sénèque va, on va dire quelques temps après, écrire l'Apokoloquintose, qui est une critique de l'empereur Claude, où il se moque du physique de Claude, gros, gras, boiteux, et qui ressemblait, selon Sénèque, à une coloquinte. Charmante comparaison. Et donc on va dire que Sénèque était déjà dans une sorte de jeu de duplicité à ce moment-là. Évidemment, Sénèque va voir son empereur Néron complètement dérivé petit à petit dans son règne. Meurtre de Britannicus, son frère adoptif, on va dire. Matricide, meurtre de sa mère Agrippine, indirectement orchestré, et en tout cas approuvé par Sénèque. Et ce qui va conduire en fait Sénèque à se retirer des affaires en 65 après Jésus-Christ, au moment où il sent que Néron débloque totalement. On est un peu après l'incendie de Rome. Néron a déjà orchestré un certain nombre de meurtres, et Sénèque se dit que ça risque de mal tourner pour Néron. Il n'a pas forcément envie d'être mêlé à ça. Il se retire, mais il est impliqué indirectement dans ce qu'on appelle la conjuration de Pison, une sorte de complot énorme. Il y en a eu des complots sous Néron, mais complot énorme orchestré pour renverser Néron.
Et donc Sénèque est contraint à se suicider, c'est-à-dire qu'un médecin est là pour lui dire, bon, écoutez, monsieur, vous êtes peut-être âgé, mais vous allez vous ouvrir les veines, puisque ainsi le veut Néron, qui finalement s'est mis à détester son ancien précepteur. Alors il va mettre du temps à s'ouvrir les veines, ça va être assez horrible. Il s'ouvre les veines des bras, ça ne le fait pas mourir, donc il est obligé de s'ouvrir les veines des jambes. Il va prendre un bain chaud, il va finir par suffoquer, on va lui apporter un poison, il se prend pour Socrate, boit une sorte de ciguë, et finalement va succomber. On peut pas dire que Sénèque, dans sa vie, a fait preuve d'un courage extraordinaire, même si c'est plus facile qu'à dire quand on est soumis au diktat de Néron et de n'importe quel dictateur. Alors la morale de ces deux histoires, évidemment, c'est qu'il est plus facile de dire le bien et de prêcher le bien que de faire le bien. Ainsi se termine cette chronique. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Je vous souhaite donc une bonne année, portez-vous bien et à bientôt.